Descente de la force. Et peu à peu le vide s'emplit. On fait alors une série d'observations et d'expériences d'une importance considérable, qu'il serait faux de présenter comme une séquence logique, car à partir du moment où l'on quitte le vieux monde, on s'aperçoit que tout est possible, et surtout qu'il n'y a pas deux cas semblables. D'où l'erreur de tous les dogmatismes spirituels. Nous pouvons seulement tracer quelques lignes générales d'expérience. Tout d'abord, lorsque la paix mentale est relativement établie, à défaut de silence absolu, et que notre aspiration ou notre besoin agrandi, est devenu constant, lancinant, comme un trou qu'on porte en soi, on observe un premier phénomène qui aura des conséquences incalculables pour tout le reste de notre yoga. On sent, autour de la tête et plus spécialement dans la nuque, comme une pression inusitée, qui peut donner la sensation d'un faux mal de tête. Au début, on ne peut guère la supporter longtemps, et on se secoue, on se déconcentre, on pense à autre chose. Petit à petit, cette pression prend une forme plus distincte, et on sent un véritable courant qui descend. Un courant de force qui n'est pas semblable à un courant électrique désagréable, mais plutôt à une masse fluide. On s'aperçoit alors que la pression, ou le faux mal de tête du début, était simplement causé par notre résistance à la descente de cette force, et que la seule chose à faire est de ne pas obstruer le passage, c'est-à-dire bloquer le courant dans la tête, mais de le laisser descendre à tous les étages de notre être, du haut en bas. Ce courant, au début, est assez spasmodique, irrégulier, et il faut un léger effort conscient pour se rebrancher sur lui quand il s'est estompé. Puis il devient continu, naturel, automatique, et il donne la sensation très agréable d'une énergie fraîche, comme une autre respiration, plus vaste que celle de nos poumons, qui nous enveloppe, nous baigne, nous allège, et en même temps nous emplit de solidité. L'effet physique ressemble assez exactement à celui que l'on éprouve quand on marche dans le vent. En réalité, on ne s'aperçoit vraiment de son effet, car il s'installe très graduellement, par petites doses, que quand, pour une raison ou une autre, distraction, erreur, excès, on s'est coupé du courant. Alors on se retrouve soudain vidé, rétréci, comme si l'on manquait d'oxygène tout à coup, avec la très désagréable sensation d'un racornissement physique. Et on est comme une vieille pomme vidée de son soleil et de son jus. Et l'on se demande vraiment comment on a pu vivre avant, sans cela. C'est une première transmutation de nos énergies. Au lieu de puiser à la source commune, en bas et autour, dans la vie universelle, nous puisons en haut. Et c'est une énergie beaucoup plus claire et beaucoup plus soutenue, sans trou, et surtout beaucoup plus vive. Dans la vie quotidienne, au milieu de notre travail et des 1000 occupations, le courant de force est tout d'abord assez dilué. Mais dès que nous nous arrêtons un instant et que nous nous concentrons, c'est un envahissement massif. Tout s'immobilise. On est comme une jarre pleine. La sensation de courant disparaît même comme si tout le corps, de la tête aux pieds, était chargé d'une masse d'énergie compacte et cristalline à la fois. Un bloc de paix solide et frais, dit Sri Aurobindo. Et si notre vision intérieure a commencé à s'ouvrir, nous nous apercevons que tout est bleuté. On est comme une aigue marine, et vaste, vaste, tranquille, sans une ride, et cette fraîcheur indescriptible. Vraiment, on a plongé dans la source. Car cette force descendante est la force même de l'esprit, Shakti. La force spirituelle n'est pas un mot. Finalement, il ne sera plus nécessaire de fermer les yeux et de se retirer de la surface pour la sentir. À tout moment, elle sera là, quoi que l'on fasse, que l'on mange, que l'on lise, que l'on parle. Et on verra qu'elle prend une intensité de plus en plus grande à mesure que l'organisme s'habitue. En fait, c'est une masse d'énergie formidable qui n'est limitée que par la petitesse de notre réceptivité ou de notre capacité.
quand ils parlent de leur expérience de cette force descendante, les disciples de Pondichéry disent « la force de Sri Aurobindo et de la mer ». Ils n'entendent pas par là que cette Shakti soit la propriété personnelle de Sri Aurobindo et de la mer. Ils expriment ainsi, sans le vouloir, le fait qu'elle n'a son équivalent dans aucun autre yoga connu. Nous touchons ici, expérimentalement, la différence fondamentale entre le yoga intégral de Sri Aurobindo, Purna Yoga et les autres yogas. Si l'on essaye d'autres méthodes de yoga avant celle de Sri Aurobindo, on s'aperçoit en effet d'une différence pratique essentielle. Au bout d'un certain temps, on a l'expérience d'une force ascendante, appelée Kundalini en Inde, qui s'éveille assez brutalement dans notre être à la base de la colonne vertébrale et s'élève de niveau en niveau jusqu'à ce qu'elle ait atteint le sommet du crâne, où elle semble éclore comme une sorte de pulsation lumineuse, rayonnante, qui s'accompagne d'une sensation d'immensité, et souvent d'une perte de conscience qu'on appelle extase, comme si l'on avait débouché éternellement ailleurs. Tous les procédés yogiques, que nous pourrions appeler thermogénérateurs, asana du Hatha Yoga, concentration du Raja Yoga, exercice respiratoire ou pranayama, etc., visent à l'éveil de cette force ascendante. Ils ne vont pas sans danger ni perturbation profonde, ce qui rend indispensable la présence et la protection d'un maître éclairé. Nous y reviendrons. Cette différence de sens du courant, ascendant ou descendant, tient à une différence d'orientation que nous ne saurions trop souligner. Les yogas traditionnels, et nous le supposons les disciplines religieuses occidentales, visent essentiellement à la libération de la conscience. Tout l'être est tendu vers le haut dans une aspiration ascendante. Il cherche à briser les apparences et à émerger là-haut, dans la paix ou l'extase. D'où l'éveil de cette force ascendante. Mais on l'a vu, le but de Sri Aurobindo n'est pas seulement de monter, mais de descendre. Pas seulement de filer vers la paix éternelle, mais de transformer la vie et la matière, et d'abord cette petite vie et ce coin de matière que nous sommes. D'où l'éveil, ou plutôt la réponse de cette force descendante. Notre expérience du courant descendant est l'expérience de la force transformatrice. C'est elle qui fera le yoga pour nous, automatiquement, pourvu qu'on la laisse faire. Elle qui remplacera nos énergies vite essoufflées et nos efforts maladroits. Elle qui commencera par où finissent les autres yogas, illuminant d'abord le sommet de notre être, puis descendant de niveau en niveau, doucement, paisiblement, irrésistiblement. Notons bien qu'elle n'est jamais violente. Sa puissance est étrangement dosée, comme si elle était conduite directement par la sagesse de l'esprit. Et c'est elle qui universalisera notre être tout entier, jusqu'en bas. C'est l'expérience de base du yoga intégral. Quand la paix est établie, la force supérieure ou divine d'en haut peut descendre et travailler en nous. D'habitude, elle descend d'abord dans la tête et libère les centres mentaux, puis dans le centre du cœur, puis dans la région du nombril et des centres vitaux, puis dans la région du sacrum et plus bas. Elle travaille à la fois au perfectionnement et à la libération de notre être. Elle reprend notre nature tout entière, partie par partie, et la traite, rejetant ce qui doit être rejeté, sublimant ce qui doit être sublimé, créant ce qui doit être créé. Elle intègre, harmonise, établit un rythme nouveau dans notre nature. Émergence d'un nouveau mode de connaissance. Avec le silence mental, un autre phénomène se produit, fort important, mais plus difficile à démêler car il s'étend parfois sur de nombreuses années, et les signes en sont tout d'abord imperceptibles. C'est ce que nous pourrions appeler l'émergence d'un nouveau mode de connaissance, et donc d'un nouveau mode d'action. On peut comprendre qu'il est possible de parvenir au silence mental quand on marche dans la foule, quand on mange, quand on fait sa toilette ou qu'on se repose. Mais comment est-ce possible quand il s'agit de travailler à son bureau, par exemple, ou quand on discute avec des amis? Nous sommes bien obligés de réfléchir, de nous souvenir, de chercher,
de faire intervenir toutes sortes de mécanismes mentaux. L'expérience nous apprend pourtant que cette nécessité n'est pas inévitable. Elle est seulement le résultat d'une longue évolution au cours de laquelle nous nous sommes habitués à dépendre du mental pour connaître et agir, mais que c'est une habitude seulement et que l'on peut en changer. Au fond, le yoga n'est pas tant une façon d'apprendre que de désapprendre une foule d'habitudes soi-disant impératives que nous avons héritées de notre évolution animale. Si le chercheur s'en prend au silence mental dans le travail, par exemple, il passera par plusieurs stades. Au début, il sera tout juste capable de se souvenir de son aspiration, de temps en temps, et d'interrompre quelques instants son travail pour se remettre sur la vraie longueur d'onde. Puis, à nouveau, tout sera englouti dans la routine. Mais à mesure qu'il aura pris l'habitude de faire effort ailleurs, dans la rue ou chez lui et partout, le dynamisme de cet effort tendra à se perpétuer et à le solliciter inopinément au milieu de ses autres activités. Il se souviendra de plus en plus souvent. Puis ce souvenir changera peu à peu de caractère. Au lieu d'une interruption volontaire pour se rebrancher sur le vrai rythme, le chercheur sentira quelque chose qui vit au fond de lui, à l'arrière-plan de son être, comme une petite vibration sourde. Il lui suffira de prendre un peu de recul dans sa conscience pour qu'à n'importe quel moment, en une seconde, la vibration de silence soit retrouvée. Il découvrira que c'est là, toujours là, comme une profondeur bleutée par derrière, et qu'il peut à volonté s'y rafraîchir, s'y détendre, au milieu même du vacarme et des ennuis, et qu'il promène avec lui une retraite inviolable et paisible. Mais bientôt, cette vibration par derrière deviendra de plus en plus perceptible, continue, et le chercheur sentira une séparation s'opérer dans son être. Une profondeur silencieuse qui vibre à l'arrière-plan, et la surface assez mince où se déroulent des activités, des pensées, des gestes, des paroles. Il aura découvert le témoin en lui et se laissera de moins en moins accaparer par le jeu extérieur, qui sans cesse, telle une pieuvre, tente de nous avaler vivants. C'est une découverte aussi vieille que le Rig Veda. Deux oiseaux aux ailes splendides, amis et compagnons, sont accrochés à un arbre commun, et l'un mange le fruit doux, l'autre le regarde et ne mange point. 1, 164, 20. À ce stade, il deviendra plus aisé d'intervenir, volontairement au début, pour substituer aux vieilles habitudes superficielles de réflexion mentale, de mémoire, de calcul, de prévision, une habitude de se référer silencieusement à cette profondeur qui vibre. Pratiquement, ce sera une longue période de transition avec des reculs et des progrès. L'impression d'ailleurs n'est pas tant d'un recul ou d'une avance, mais de quelque chose qui se voile et se dévoile tour à tour. Où les deux fonctionnements s'affronteront, les vieux mécanismes mentaux tendant constamment à interférer et à reprendre leur vieux droit. Bref, à nous convaincre que l'on ne peut pas se passer d'eux. Ils bénéficieront surtout d'une sorte de paresse qui fait que l'on trouve plus commode de procéder comme d'habitude. Mais ce travail de décrochage sera puissamment assisté, d'une part par l'expérience de la force descendante, qui automatiquement, inlassablement, mettra de l'ordre dans la maison et exercera une pression silencieuse sur les mécanismes rebelles, comme si chaque assaut de pensée était empoigné, figé sur place. Et d'autre part, par l'accumulation de milliers de petites expériences, de plus en plus perceptibles, qui nous feront toucher du doigt et voir que l'on peut fort bien se passer du mental et qu'en vérité, on s'en trouve beaucoup mieux. Peu à peu, en effet, nous nous apercevrons qu'il n'est pas nécessaire de réfléchir, que quelque chose par derrière, ou au-dessus, fait toute la besogne, avec une précision et une infaillibilité de plus en plus grandes à mesure que nous prendrons l'habitude de nous y référer. Qu'il n'est pas nécessaire de se souvenir, mais qu'à l'instant voulu, l'indication exacte surgit. Pas nécessaire de combiner son action, mais qu'un ressort secret la met en branle sans qu'on le veuille ou qu'on y pense, et nous fait faire exactement ce qu'il faut faire,
avec une sagesse et une prévision dont notre mental, toujours myope, est bien incapable. Et nous verrons que plus nous obéirons à ces intimations inopinées, ces suggestions éclairs, plus elles tendront à devenir fréquentes, claires, impérieuses, habituelles, un peu comme le serait un fonctionnement intuitif, avec cette différence capitale que nos intuitions sont presque toujours brouillées, déformées par le mental, qui par ailleurs excelle à les imiter et à nous faire prendre ses lubies pour des révélations, tandis qu'ici la transmission sera claire, silencieuse, correcte, pour la bonne raison que le mental sera muet. Mais nous avons tous fait l'expérience de ces problèmes mystérieusement résolus dans le sommeil, c'est-à-dire précisément quand la machine à penser s'est tue. Sans doute y aura-t-il bien des erreurs et des faux pas avant que le fonctionnement nouveau s'établisse avec quelque sûreté. Mais le chercheur doit être prêt à se tromper bien souvent. En fait, il s'apercevra que l'erreur vient toujours d'une intrusion mentale. Chaque fois que le mental intervient, il brouille tout, fractionne tout, retarde tout. Puis un jour, à force d'erreurs et d'expériences répétées, nous aurons compris une fois pour toutes et vu de nos propres yeux que le mental n'est pas un instrument de connaissance, mais seulement un organisateur de la connaissance, comme le constate Mère, et que la connaissance vient d'ailleurs. Nous reparlerons plus tard de cet ailleurs avec l'étude du supraconscient. Dans le silence mental, les mots viennent, les paroles viennent, les actes viennent et tout vient, automatiquement, avec une exactitude et une rapidité bien surprenantes. C'est vraiment une autre façon de vivre, très allégée, car en vérité, il n'est rien de ce que le mental fait qui ne puisse se faire, et se faire mieux, dans l'immobilité mentale et une tranquillité sans pensée. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience, Satprem.